Salut à tous, j'espère que vous allez tous super bien et bienvenue sur la chaîne Oint par Christ. Arrête de scroller, oui, toi. Ce que tu ressens depuis quelques heures n'est pas normal. Ce poids dans la poitrine, cette sensation d'être injustement jugé, incompris, comme si quelque chose t'échappait complètement, comme si une accusation invisible planait sur ta vie sans que tu puisses la nommer. Tu as peut-être même ressenti ceci. On m'a mal interprété. On m'a attribué quelque chose que je n'ai pas fait. On me regarde comme si j'étais coupable de quelque chose que je ne comprends même pas. Élu, écoute-moi bien. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une confusion sociale, ce n'est pas un hasard psychologique. C'est une scène spirituelle en cours de déploiement. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi l'archange Michel et les lois invisibles de Dieu semblent être en train de retenir le temps pour te parler. Parce que quelqu'un, quelque part dans ton histoire récente, t'a accusé à tort, ou t'a fait porter une intention qui n'était pas la tienne, et ton âme le sait, même si ta bouche ne peut pas encore le dire. Commente un seul mot. Libération. Si tu es prêt à continuer jusqu'au bout. One. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Tu crois que c'est une accusation. Mais dans la logique du recadrage, ce que tu vis n'est pas une fin de parcours, c'est une réorganisation de ton identité sous pression contrôlée. Et cette pression n'est pas aléatoire, elle est ciblée. Elle touche précisément les zones où tu t'étais construit une version de toi basée sur le regard des autres, sur les attentes sociales, sur les rôles que tu as appris à jouer pour survivre. Le problème, ce n'est pas seulement ce qu'on dit de toi. Le problème, c'est ce que ces paroles activent en toi. Parce que si une accusation extérieure te déséquilibre intérieurement, cela signifie qu'il existe encore une dépendance à l'approbation ou à la reconnaissance humaine. Et c'est exactement ce que ce processus vient exposer. Dans cette phase, il faut comprendre un principe simple mais dur. Tout ce qui peut être détruit par une parole n'était pas encore solidement construit. Et tout ce qui est encore fragile doit être reconstruit différemment. Pas plus fort dans le même système, mais dans un système entièrement réorganisé. Ce que tu vis est donc une désintégration contrôlée des anciennes bases identitaires. Tu n'es pas en train d'être jugé au sens humain du terme. Tu es en train d'être désencombré. Et le désencombrement identitaire est toujours vécu comme une attaque par celui qui s'identifie encore à ses couches superficielles. Regarde ce qui se passe en toi. Ton premier réflexe est la défense. Justifier, expliquer, prouver, courage. Mais ces réflexes ne sont pas neutres. Ils révèlent une structure intérieure basée sur la validation externe. Et cette structure ne peut pas survivre dans le niveau suivant de ta transformation. C'est pour cela que la situation semble injuste. Parce qu'elle ne répond pas aux règles habituelles de justice sociale ou de reconnaissance publique. Elle répond à une autre logique, plus profonde, plus froide en apparence, mais plus structurante sur le long terme. La logique de séparation entre identité réelle et identité projetée. L'accusation devient alors un révélateur. Elle ne crée pas ce qui est faux. Elle expose ce qui était déjà instable. Et ce processus est souvent déclenché précisément quand tu es sur le point de franchir un seuil de maturité intérieure. Ce seuil est dangereux pour ton ancien toi. Parce que ton ancien toi dépendait d'un environnement stable, prévisible, validant. Or, la nouvelle étape exige une indépendance émotionnelle et identitaire totale. Et cette indépendance ne peut pas être théorique. Elle doit être testée dans un contexte où elle est mise sous pression. C'est là que le recadrage prend toute sa signification. Il ne vient pas pour te punir. Il vient pour éliminer les dépendances invisibles que tu ne voyais pas encore. Et ces dépendances sont souvent liées à la peur d'être mal compris, mal interprété ou injustement jugé. Mais dans ce processus, être mal compris devient un outil. Être mal interprété devient un filtre. Être injustement jugé devient une séparation entre ce qui est essentiel et ce qui est superficiel dans ta construction identitaire. Il y a un point crucial à comprendre ici. Ce processus ne cherche pas à corriger ton image publique. Il cherche à casser la dépendance à cette image. Parce que tant que ton identité dépend de l'image, tu restes vulnérable à tout système extérieur. C'est pour cela que la situation semble silencieuse, sans défense immédiate. Parce que la réponse attendue n'est pas une réponse verbale. La réponse attendue est une transformation comportementale et intérieure. Pas une réaction, mais une reconfiguration. Et cette reconfiguration passe par une forme de solitude fonctionnelle, pas une solitude émotionnelle destructrice, mais une mise à distance des validations immédiates. Dans cette zone, tu es forcé de te confronter à une version de toi qui ne peut plus être confirmée par l'extérieur. C'est ici que beaucoup échouent,
parce qu'ils essaient de restaurer leur identité ancienne au lieu de laisser émerger la nouvelle structure. Ils se battent pour rétablir leur réputation au lieu de reconstruire leur stabilité interne. Mais le recadrage ne permet pas ce retour en arrière, parce que le retour en arrière serait une annulation du processus. Et ce processus est irréversible dans sa logique. Ce que tu dois observer maintenant, ce n'est pas seulement ce qui t'est arrivé, mais ce que cela t'oblige à abandonner. Et ce que cela t'oblige à abandonner, ce ne sont pas seulement des situations ou des personnes. Ce sont des réflexes internes. Le besoin d'être compris immédiatement, le besoin d'être validé rapidement, le besoin de contrôler la perception des autres. Ces besoins ne disparaissent pas facilement. Ils résistent. Ils génèrent de la tension interne. Et cette tension est souvent interprétée comme une injustice. Mais en réalité, c'est une résistance au changement structurel. Dans ce cadre, l'idée d'injustice est souvent une lecture émotionnelle d'un processus structurel. Ce n'est pas que rien n'est injuste dans le monde. C'est que dans ce contexte précis, l'injustice perçue devient un outil de détachement. Parce que si tu étais totalement à l'aise avec ton identité ancienne, tu ne pourrais pas évoluer. Il faut donc une friction suffisante pour casser la fixation. Mais pas une destruction totale de ton intégrité. C'est un équilibre précis. Et cet équilibre est souvent incompris parce qu'il ne suit pas les attentes humaines classiques. Les attentes humaines cherchent la réparation immédiate. Le recadrage, lui, cherche la transformation durable. C'est pour cela que le silence joue un rôle central. Le silence n'est pas une absence de réponse. C'est une suspension du système habituel de validation. Dans ce silence, tu es forcé de produire une autre source de stabilité, une stabilité interne. Et cette stabilité interne ne peut pas être basée sur des explications. Elle doit être basée sur une continuité de comportement aligné, même sans reconnaissance immédiate. C'est ici que ton identité commence à se diviser en deux couches. La couche réactive, qui veut défendre l'ancien récit, et la couche émergente, qui commence à fonctionner sans dépendance au récit extérieur. Cette séparation est douloureuse, parce que les deux couches coexistent pendant un temps. Et cette coexistence crée une tension cognitive et émotionnelle forte. Tu n'es plus entièrement l'ancien toi, mais tu n'es pas encore stabilisé dans le nouveau. C'est cette zone que tu interprètes comme chaos. Mais en réalité, c'est une phase de recalibrage identitaire profond. Dans cette phase, chaque réaction impulsive renforce l'ancien système, et chaque retenue consciente renforce le nouveau. Mais cette retenue n'est pas passive. Elle demande une discipline interne de non-réaction immédiate. Et cette discipline n'est pas naturelle. Elle se développe sous pression. C'est pour cela que ce que tu vis n'est pas une erreur de parcours. Ce n'est pas une dérive. C'est une architecture de formation progressive sous contrainte. Le système externe joue le rôle de déclencheur. Mais le travail réel se passe à l'intérieur, dans la manière dont tu choisis de ne pas te définir uniquement par ce qui est dit sur toi. À ce stade, ton identité est testée sur un point précis. Es-tu capable de continuer sans validation immédiate ? Es-tu capable de rester stable sans correction externe instantanée? Es-tu capable de ne pas devenir ton accusation? Parce que si tu deviens ton accusation, tu perds le processus. Mais si tu restes distincte de ce qui est projeté sur toi, tu entres dans un niveau supérieur de stabilité identitaire. Et c'est là que le recadrage atteint son objectif réel. Non pas te définir par le regard des autres, mais te rendre indépendant de ce regard pour ta structure interne. Ce processus continue. Et il ne s'arrête pas au moment où tu comprends intellectuellement ce qui se passe. Il continue jusqu'à ce que ton comportement reflète une nouvelle stabilité, même sous pression. La nuit des forges. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental ici. Les grandes transformations humaines suivent rarement une logique de confort ou de reconnaissance immédiate. Elles suivent une logique de contrainte, de pression et de décalage entre la perception extérieure et la réalité intérieure. C'est exactement ce que représente ce que tu appelles la nuit des forges. Dans une forge, le métal ne change pas parce qu'il veut changer. Il change parce qu'il est placé dans des conditions qui dépassent sa forme actuelle. Et c'est cette incapacité à rester dans son état initial sous pression qui permet la transformation. Sans pression, il reste brut. Sans chaleur extrême, il reste fragile. Sans choc répété, il reste inutilisable dans sa forme finale. Ce principe est constant dans les systèmes de transformation profonde, qu'ils soient physiques, psychologiques ou symboliques. Rien de ce qui devient solide, précis ou fonctionnel à haut niveau ne naît dans des conditions neutres. Ce que tu vis correspond à une phase où ton ancienne structure identitaire est exposée à une pression qu'elle ne peut plus gérer avec ses anciens réflexes.
Et cette pression ne vient pas pour te détruire. Elle vient pour révéler ce qui en toi est déjà en train de dépasser sa forme actuelle. Dans cette logique, les accusations, les malentendus ou les rejets ne sont pas des événements isolés. Ce sont des indicateurs de transition. Ils montrent que ton environnement ne reconnaît plus automatiquement ton identité actuelle, non pas parce que tu es moins, mais parce que tu es en décalage avec le cadre dans lequel tu étais auparavant compris. C'est là que la confusion apparaît. Parce que tu continues d'essayer de te lire avec un ancien système de compréhension, alors que les conditions ont changé. Et quand les conditions changent, la lecture devient temporairement instable. Dans l'histoire humaine, ce type de phase est récurrent. Les figures qui ont marqué des changements profonds dans leur environnement n'ont presque jamais été immédiatement validées dans leur phase de transition. Ce qui est perçu comme une erreur ou une faute dans le moment présent est souvent réinterprété plus tard comme un passage nécessaire. Mais sur le moment, personne ne vit cela comme une validation. Au contraire, cela ressemble à une perte de cohérence entre intention et perception. Tu sais ce que tu vis intérieurement, mais ce que les autres perçoivent ne correspond pas. Et cette dissonance crée une tension forte. Cette tension est centrale dans le processus. Elle oblige à distinguer deux niveaux, le niveau de perception externe et le niveau de continuité interne. Tant que ces deux niveaux sont fusionnés, ton identité dépend des interprétations extérieures. Mais dans une phase de transformation, cette fusion devient un problème structurel. C'est pour cela que des figures comme Moïse ou Joseph, dans les récits historiques et symboliques, passent par des phases où leur trajectoire est incomprise, voire interprétée comme problématique par leur propre environnement initial. Ce n'est pas un hasard narratif, c'est une structure répétitive de décalage entre vision interne et lecture externe. Ce décalage est précisément ce qui rend la phase difficile, parce que tu ne peux pas encore prouver ton état final, mais tu ne peux plus non plus revenir à ton état précédent sans perdre ce qui est déjà en train de se construire en toi. C'est une zone intermédiaire. Et cette zone intermédiaire est instable par nature. Dans cette zone, le système extérieur devient un miroir imparfait. Il ne reflète plus fidèlement ce que tu es en train de devenir, mais uniquement ce qui est visible dans ta phase actuelle. Et une phase de transition n'est jamais représentative du résultat final. C'est comme observer une structure en cours de construction et la juger comme si elle était terminée. Le jugement est techniquement cohérent avec ce qui est visible, mais il est structurellement incomplet. C'est exactement ce qui se passe dans ce type de recadrage. Ce qui est visible est incomplet, mais est traité comme définitif par l'environnement. Et cette erreur de lecture crée une expérience interne de contradiction. Tu sais que tu changes, mais tu es évalué sur ce qui n'est pas encore stabilisé. Cette contradiction génère un sentiment d'injustice. Mais ce sentiment est souvent lié à une mauvaise synchronisation entre processus interne et observation externe. Dans les systèmes de transformation profonde, cette désynchronisation est inévitable, parce que le changement réel ne se produit pas au même rythme que la perception du changement. Il existe donc un décalage temporel. Et ce décalage est la source principale de tension. Ce que tu dois observer ici, ce n'est pas seulement le contenu des accusations ou des malentendus, mais leur fonction. Leur fonction n'est pas de définir ton identité finale. Leur fonction est de tester la solidité de ton identité en construction. Parce qu'une identité en construction qui dépend encore de la validation externe ne peut pas survivre dans des environnements complexes. Elle doit être stabilisée avant d'être pleinement fonctionnelle. C'est pour cela que la pression augmente dans certaines phases. Pas parce que quelque chose tourne mal, mais parce que le système met en évidence les points de dépendance restants. Dans cette logique, la nuit n'est pas une absence de direction. C'est une suspension des repères externes habituels. Et cette suspension oblige à produire un repère interne plus stable. Sans cette suspension, tu continuerais à fonctionner uniquement sur validation, réaction et ajustement social. Mais dans une phase de formation avancée, ces mécanismes ne suffisent plus. Il faut un niveau de stabilité qui ne dépend plus de l'interprétation immédiate des autres. C'est pour cela que les récits de transformation profonde sont souvent structurés autour d'une période de confusion. Cette confusion n'est pas un échec du système. Elle est le système lui-même en phase de reconfiguration. Et dans cette reconfiguration, ce qui est testé en priorité n'est pas ta réputation, ni ton image, ni ton statut social. Ce qui est testé, c'est ta capacité à rester cohérent intérieurement sans support externe immédiat. C'est un test de continuité interne. Si tu réagis uniquement pour corriger l'image extérieure, tu renforces l'ancien système. Si tu restes aligné sur une continuité interne,
même sans validation immédiate, tu commences à stabiliser le nouveau système. C'est là que la différence se joue. La forge ne crée pas la lame en confirmant ce que le métal pense être. Elle crée la lame en modifiant ce que le métal peut supporter sans se briser. Et ce support à la pression ne se développe pas dans le confort. Il se développe dans l'exposition contrôlée à des conditions qui dépassent l'ancien seuil de tolérance. C'est exactement ce qui définit une transition réelle. L'ancien seuil ne suffit plus, mais le nouveau seuil n'est pas encore stabilisé. Et c'est dans cet espace que la perception extérieure devient trompeuse, parce qu'elle observe une instabilité sans voir la direction de la transformation. Mais la direction existe, même si elle n'est pas encore visible. Le point central ici est de comprendre que la lecture actuelle des événements n'est pas la lecture finale. Elle est une lecture de phase intermédiaire. Et dans toute phase intermédiaire, les conclusions sont naturellement incomplètes. Ce que tu appelles injustice apparente est souvent simplement une lecture précoce d'un processus non terminé. Et dans les systèmes de transformation, ce n'est pas la dernière lecture qui compte, mais la capacité à traverser la phase sans perdre la cohérence interne. C'est cette cohérence interne qui détermine la forme finale, pas les interprétations temporaires. La nuit des forges n'est donc pas un endroit où l'on est jugé dans sa forme finale. C'est un endroit où la forme finale est encore impossible à voir, mais déjà en train de se définir à travers la résistance et la continuité interne. 3. L'obstacle caché. La peur de devenir plus grand. Il faut être prudent avec cette idée de loyauté invisible et de l'univers qui pousse jusqu'à rupture. Pris littéralement, ça peut te pousser à interpréter des événements sociaux réels, comme s'ils avaient une intention cachée de te forcer à évoluer, ce qui n'est pas une lecture fiable de la réalité. Les situations d'accusation, de conflit ou de malentendu ont généralement des causes humaines concrètes. Perception, erreur, émotion, contextes sociaux, communication imparfaite. Mais si on reste sur le plan psychologique et symbolique, ce que tu décris touche quelque chose de réel. La résistance interne au changement. Il existe effectivement un phénomène bien documenté en psychologie. Quand une personne commence à évoluer, elle peut ressentir une tension interne entre son ancien soi, celui qui est connu, stable, socialement intégré, et son nouveau soi, encore instable, en construction, moins validé. Cette tension ne vient pas d'une peur mystique de devenir grand, mais d'un besoin humain très concret de cohérence et de sécurité identitaire. Ton cerveau préfère une identité imparfaite mais connue, plutôt qu'une identité potentiellement plus forte, mais encore incertaine. Parce que l'incertitude active des mécanismes de stress, perte de repères, peur du jugement, anticipation des réactions sociales. C'est ça qui crée l'hésitation, pas une force extérieure qui te retient. Ce que tu interprètes comme une loyauté envers une version plus petite de toi est souvent un mécanisme de protection. Rester dans des comportements déjà validés évite le risque d'être rejeté, mal compris ou isolé dans des environnements nouveaux. Et c'est là que le conflit apparaît. Quand tu changes, ton environnement ne s'ajuste pas immédiatement à ta nouvelle version, donc tu ressens un décalage. Et dans ce décalage, deux stratégies internes entrent en compétition. La stratégie de continuité, rester dans ce qui est reconnu, stable, accepté. La stratégie d'évolution, adopter une version plus alignée avec ton développement interne, mais encore non validée. Ce tiraillement est normal dans tout processus de changement personnel réel. L'erreur serait de croire que tu dois choisir une identité totalement nouvelle contre l'ancienne. En réalité, l'évolution est progressive. Tu ne remplaces pas une identité, tu la restructures. Concernant l'idée que rien ne révèle plus vite ton identité réelle qu'une incompréhension publique, il y a une part de vérité psychologique. Les situations de stress social révèlent souvent des réactions automatiques. Défense, justification, retrait, impulsivité. Mais ce n'est pas une révélation d'une vérité cachée supérieure. C'est une activation de tes mécanismes habituels sous pression. C'est utile seulement dans un sens. Ça montre où tu es encore dépendant de la validation extérieure ou de la peur du jugement. Mais ça ne définit pas ton identité finale. Le point important à comprendre est celui-ci. Tu n'es pas forcé par l'univers à choisir entre deux versions de toi. Tu es confronté à une transition où tes anciens réflexes ne suffisent plus et où tes nouveaux comportements ne sont pas encore stabilisés. Donc le vrai travail n'est pas de se défendre dans l'ancienne version ou de se reconstruire dans une nouvelle version idéalisée. C'est de réduire la dépendance aux réactions immédiates. Concrètement, cela veut dire
Ne pas réagir uniquement pour corriger l'image que les autres ont. Ne pas abandonner ton sens critique sous pression émotionnelle. Ne pas confondre perception sociale et vérité sur toi-même. Laisser le temps aux faits et aux comportements cohérents de stabiliser ton image. Ce que tu appelles « devenir plus grand » n'est pas un saut mystique. C'est une augmentation progressive de ta capacité à rester stable intérieurement, même quand l'extérieur est instable. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se choisit dans un moment dramatique. C'est quelque chose qui se construit par répétition. Réaction plus lente, décision plus consciente, moins de dépendance à la validation immédiate. La vraie rupture, si elle existe, n'est pas entre deux identités imposées. Elle est entre réagir pour protéger une image ou agir selon une cohérence interne qui se construit dans le temps, et cette cohérence ne se prouve pas dans l'urgence. Elle se développe dans la durée, à travers des comportements constants, même quand il y a malentendu ou pression sociale. C'est là que la transformation devient réelle, pas dans l'intensité du moment, mais dans la stabilité des choix répétés. 4. La présence de l'archange Michel, la ligne de démarcation. Je vais être direct avec toi. Là, tu es en train de transformer un processus psychologique réel en narration extérieure, type force spirituelle qui agit sur toi. Ça peut donner une impression de sens et de structure, mais ça peut aussi te pousser à croire que tes changements internes viennent d'une entité ou d'un mécanisme externe qui sépare ou tranche ta vie. Et ça, ce n'est pas une base solide pour comprendre ce qui se passe réellement. Ce que tu décris, séparation de relations, changement de perception des autres, perte de certaines anciennes versions de toi, est un phénomène humain classique quand une personne évolue psychologiquement ou change de cadre de vie, de valeurs ou de comportement. Ce n'est pas une présence extérieure qui élimine ce qui n'est pas aligné. C'est un processus d'ajustement entre ton évolution interne, tes choix, ta manière de penser, tes priorités, et ton environnement social, les gens, les habitudes, les attentes autour de toi. Quand ces deux choses ne sont plus synchronisées, il se passe 3 effets naturels. Certaines relations deviennent moins compatibles et s'éloignent. Certaines interprétations de toi changent chez les autres. Certaines habitudes ou comportements que tu avais ne te correspondent plus autant. Ce n'est pas une séparation mystique, c'est une reconfiguration sociale et psychologique. L'image de l'archange qui tranche est une métaphore que tu utilises pour donner une forme à quelque chose de plus abstrait. Le fait que tu ne peux pas rester exactement la même personne à tous les niveaux en même temps. Mais il est important de ne pas confondre métaphore et réalité causale. Dans la réalité, ce qui tranche, ce sont tes décisions et tes changements de comportement répétés, pas une force extérieure. Par exemple, si tu changes ta manière de réagir, certaines personnes ne te reconnaissent plus comme avant. Si tu refuses certains anciens schémas, certaines dynamiques relationnelles disparaissent. Si tu développes plus de limites, certains liens se distendent naturellement. C'est mécanique, pas surnaturel. L'idée que tout ce qui n'est pas aligné avec ta vérité est éliminé peut aussi être trompeuse si elle est mal comprise. Dans la vraie vie, ce n'est pas un tri parfait entre vrai et faux. C'est souvent un ajustement progressif entre différents niveaux de compatibilité humaine. Certaines relations ne disparaissent pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce que le contexte change, les priorités changent, la communication devient différente, les attentes ne sont plus les mêmes. Ce que tu ressens comme une pression invisible est souvent le stress du changement lui-même. Incertitude, perte de repères, ajustement social et parfois solitude temporaire. Le point important ici, c'est de garder une lecture ancrée dans le réel. Ce que tu es en train de vivre est un processus de transformation personnelle avec des effets sociaux. Pas une intervention externe qui décide à ta place quoi garder ou quoi perdre. Et paradoxalement, reprendre cette responsabilité te redonne du pouvoir. Tu n'es pas séparé par une force. Tu es en train de choisir, consciemment ou inconsciemment, ce que tu continues à nourrir dans ta vie. C'est ça, la vraie ligne de démarcation, pas entre deux forces extérieures, mais entre tes anciens schémas et tes nouveaux choix répétés dans le temps. 5. Ta victoire déjà déclenchée. Je comprends le style que tu construis ici, mais je dois corriger un point important. Présenter des événements sociaux réels, accusations, malentendus, conflits, comme un verdict du ciel ou une transformation irréversible déjà validée, peut renforcer une lecture détachée du réel qui n'est pas fiable psychologiquement. Dans la réalité, il n'existe pas de jugement déjà rendu sur ta vie ou ton identité. Ce qui existe,
Ce sont des processus en cours, ouverts, qui dépendent de plusieurs facteurs concrets. Tes actions, tes choix, le contexte social, la communication, le temps et la manière dont les situations évoluent. Ce que tu décris peut être reformulé de manière plus solide et utile ainsi. Quand une personne traverse une période de tension, de malentendu ou de remise en question sociale, il peut y avoir une impression de rupture entre l'image qu'elle pensait avoir et la manière dont elle est perçue à un moment donné. Cette rupture peut donner le sentiment d'une perte d'image, alors qu'en réalité, il s'agit souvent d'un recalibrage progressif de la perception sociale et de l'identité personnelle. Mais ce recalibrage n'est ni automatique, ni définitif, ni déjà validé. Il est dépendant de ce que tu fais ensuite. Dire que tout est déjà décidé ou que la victoire est déjà déclenchée retire un élément fondamental de la réalité humaine. La responsabilité continue. Ton évolution n'est pas un état fixé, c'est un processus qui se construit dans le temps. Ce qui est vrai dans ton texte, mais qu'il faut reformuler sans dimension absolue ou mystique, c'est ceci. Certaines situations peuvent te forcer à clarifier qui tu es. Certains malentendus peuvent révéler des décalages entre ton intention et la perception des autres. Certaines phases peuvent te pousser à revoir tes limites, tes relations et ta manière de t'exprimer. Mais cela ne constitue pas un verdict final. C'est une phase d'ajustement, pas une conclusion. Et surtout, ce n'est pas les autres contre ton image, ou le ciel qui tranche. C'est un système vivant de relations humaines où les perceptions évoluent avec le temps et les comportements. Si tu veux garder la puissance narrative de ton style, tu peux le faire sans transformer cela en certitude absolue. Par exemple, au lieu de « c'est déjà décidé », tu peux travailler sur une idée plus réaliste et tout aussi forte. C'est une phase où les anciennes perceptions ne suffisent plus à définir ce que tu deviens. Ça garde l'intensité, mais ça reste ancré dans quelque chose de réel et cohérent. Maintenant, écoute-moi. Ce moment n'est pas passif, il exige une réponse, pas une explication, une déclaration. Pose ta main sur ton cœur un instant, même symboliquement, et répète intérieurement « Je ne suis pas défini par une fausse accusation. Je suis en transformation, pas en jugement. Ma vérité est en train d'émerger. » Et maintenant, commente un seul mot. Un mot qui symbolise ta sortie de cette ancienne version. Un mot simple. Un mot qui marque ton passage. Libération. Parce que l'élu ne se défend pas éternellement. Il traverse, il se transforme, et il devient impossible à confondre avec son ancienne ombre.